tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, j'ai lu 3 romans cette semaine, dont je vais vous parler tout de suite sans perdre de temps. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai les petites réceptions que j'ai fait la semaine dernière. Voilà. Alors, j'ai terminé à l'audio la saga des Rois Maudits de Maurice Druon. J'ai écouté le 7e et dernier tome de la saga Quand un roi perd la France, de Maurice Druon donc. Je vous mettrai la vignette ici. Ça, voilà, le 7e et dernier tome clôture la saga magistrale des Rois Maudits. Une saga que j'ai adorée, qui est passée nickel chrome à l'audio. C'était vraiment une super expérience à l'audio. Franchement, si vous avez l'occasion de les découvrir en audio, je vous le conseille vraiment parce que la voix du narrateur, Jérémy Quevillo, comme je vous l'ai dit, est vraiment exceptionnelle. Il incarne réellement les personnages et ça donne un cachet supplémentaire à l'histoire. Dans ce 7e tome, on change complètement de narration par rapport aux 6 tomes précédents. Alors, ce changement de narration, il est un peu perturbant. Moi, personnellement, il m'a perturbée et je pensais pas qu'il allait durer tout le long du roman. Je pensais très sincèrement que ça allait durer une partie du roman et pas sur la totalité. Or, c'est un petit peu sur la totalité. On est sur une forme de narration où c'est un personnage qui raconte ce qui s'est passé, Il n'a pas complètement, lui, vécu les événements qu'il relate. Il en a vécu pour une partie, mais pour l'autre partie, ce sont des choses qu'on lui a dites, des choses qu'il a entendues, des choses qu'on lui a répétées. Et donc, forcément, il ne les a pas vécues, il les a pas vécues au cœur même de l'action. Donc, effectivement, cette forme de narration était un peu... voilà, déstabilisante, faut dire les choses. Néanmoins, je persiste quand même à dire que cette saga est vraiment à découvrir. C'est une saga historique pour moi, incontournable pour les gros lecteurs que nous sommes. Et franchement, je vous l'ai dit sur plusieurs vidéos, je le dis mais je le répète, pour moi, c'est une saga. Il ne faut pas avoir peur de lire cette saga parce que franchement, je trouve que le style est très actuel. La saga a été écrite en 1958, 58-60, donc il y a quand même un certain nombre d'années maintenant, mais je trouve que le style coule de source. Ça passe tout seul, ça passe crème. Franchement, on est immergé dans cette France du Moyen-Âge, dans cette France où complot, secret de famille, tout est là, tout est vraiment là pour vraiment donner un ton à une saga. Voilà, il y a des complots, il y a des trahisons, il y a des morts, il y a de l'amour, il y a des petits moments d'émotion dans cette saga. Et franchement, j'ai passé un excellent moment. Je suis un peu triste d'avoir terminé cette saga, mais j'ai vraiment passé un excellent moment avec elle. Franchement, je vous encourage vivement à la découvrir. Si ce n'est pas encore fait, à découvrir ou à redécouvrir. Et je vous dis, redécouvrez-la à l'audio, ça vous donnera un ton supplémentaire à cette saga. Ensuite, toujours à l'audio, grâce à la plateforme NetGalley, j'ai écouté le dernier roman de Nicolas Beuglet, L'Ultime Avertissement, que je vous mettrai ici. Alors ici, c'est un roman que vous pouvez lire indépendamment de ces autres sagas. C'est un one-shot. Vous pouvez facilement le lire sans avoir lu les autres romans de Nicolas Beuglet. On fait la connaissance de Félicia. Félicia qui est une experte en art, reconnue dans le monde entier. Elle fait de nombreuses conférences un peu partout dans le monde. Elle a une chaîne YouTube avec des milliers d'abonnés. Et à la fin justement d'une de ses conférences, elle est abordée par un homme qui lui remet une invitation d'un grand collectionneur d'œuvres d'art qui lui demande de venir dans son manoir pendant quelques jours
afin d'expertiser un certain nombre d'objets d'art de sa collection. Alors, il faut savoir que le manoir se situe dans les Appalaches, un peu perdu au fin fond des Appalaches, avec très peu de réseau. Donc, elle va quasiment disparaître de la circulation pendant quelques jours. Mais bon, vu sa situation financière, elle est un petit peu aux abois et elle se dit que cette mission, dont on lui fait espérer qu'elle sera grassement rémunérée, eh bien, elle accepte. Elle accepte et elle se fait conduire justement dans le manoir de ce grand collectionneur. Et là, quelle n'est pas sa surprise en arrivant, car elle fait dans la même pièce se trouve un prêtre qui a été aussi invité par le collectionneur. Et ce collectionneur va donc leur dire pourquoi, la vraie raison pour laquelle il les a fait venir dans son manoir. Alors oui, effectivement, c'est pour expertiser un certain nombre d'objets, mais c'est aussi et surtout pour enquêter sur la disparition de plusieurs personnes, dont le père de ce fameux collectionneur qui a disparu il y a quelques jours avec 4 de ses amis à la suite d'une soirée. Et donc, il va demander à Félicia et ce prêtre d'enquêter sur ces disparitions. Alors, Félicia, elle est un peu... elle comprend pas trop pourquoi. Elle n'a rien d'une enquêtrice, elle n'est pas policière, elle n'est même pas détective privée. Elle n'a rien à voir dans ce monde-là et elle est vraiment experte en art. Mais c'est grâce à elle, pour Monsieur de Castelmore, qui est le collectionneur, pour lui, c'est grâce à elle que ils vont pouvoir trouver des pistes à suivre pour retrouver son père et ses amis grâce à son expertise. Et le prêtre, vous me direz, le prêtre, qu'est-ce que vient faire un prêtre là-dedans? Parce qu'un prêtre n'est pas non plus un enquêteur ni un détective privé. Or, Armand est prêtre, oui, mais dans une ancienne vie, il était officier de police. Alors oui, je sais, entre officier de police et prêtre, il y a un grand écart facial qu'Armand a très bien fait. Il est très souple de ce côté-là. Et du coup, il est devenu prêtre. Alors, c'est sûr qu'on peut se poser la question de savoir comment un flic devient prêtre du jour au lendemain. On en apprend un tout petit peu au fil du récit, mais c'est vraiment par petites touches au gré du récit. De même que pour le passé de Félicia, on en apprend un petit peu au détour de deux courses-poursuites. Mais à partir de là, à partir du moment où Félicia commence son expertise sur ces différents objets, va débuter une énorme course effrénée, une course à indices en fait. Dès que ils vont parvenir à un indice, ils vont faire une espèce de chasse au trésor. Et à chaque indice trouvé, ils vont être propulsés vers un autre indice et à chaque fois, ils sont poursuivis par des tueurs. La première fois, ils ne comprennent absolument pas dans quoi ils mettent les pieds. Et les instincts, l'instinct de survie d'Armand va les sauver plusieurs fois dans cette chasse au trésor. Alors, ce roman, il va très vite. À partir du moment où Félicia fait l'expertise de ces objets, le roman part très vite. Il n'y a pas de temps mort, ça bim, ça bam, ça boum. Ils sont propulsés. Ils vont d'un endroit à un autre du globe au fur et à mesure que leur enquête les pousse vers d'autres pistes. Et on arrive à la fin. Et là, comme je vous dis, ça bim, ça bam, ça boum. Et finalement, à la fin, on arrive à la fin et les pères, c'est pour nous dire, bon allez, c'est tout. Ciao. Je me suis dit, ouais, ça se termine comme ça. Vraiment. La fin m'a laissé sur ma faim. Je me suis dit, non, c'est pas possible. On ne peut pas faire un roman palpitant, haletant, où on apprend beaucoup de choses dans toute l'action et avoir une fin comme ça. Une fin qui n'en est pas une, en fait. Une fin qui n'est pas finie. Pour moi,
le roman n'est pas fini. J'ai l'impression voilà, que l'auteur est allé à fond de train, à fond les ballons dans son roman, et que pour arriver à la fin, il a foutu un gros coup de frein à main qui a fait stopper net la voiture, et voilà, tous les passagers de la voiture ont été arrêtés net par la ceinture, et on en est arrivé, tout le monde descend en fait. Tout le monde descend de la voiture sans avoir beaucoup plus d'explications. Donc voilà, moi c'est vraiment le bémol de ce roman. J'ai beaucoup aimé le roman, mais alors la fin, pour moi la fin a tout gâché. La fin a tout gâché. Alors oui, on apprend beaucoup de choses. Les thèmes abordés sont très intéressants. J'aurais pas manié ces thèmes-là dans ce roman-là, mais dans ce type de roman. Mais c'est hyper intéressant. C'est très. Alors, franchement, avec les thèmes abordés, je serais vous, hein, j'ouvrirais mes chakras quand même en lisant ce roman. Il y a un petit côté Da Vinci Code dans le duo complètement improbable. Et dans la course contre la montre, dans la course effrénée aux indices qui mène d'un indice à l'autre, il y a un petit côté Da Vinci Code, mais je vous dis, la fin, pour moi, la fin a tout gâché dans ce roman. Ce ne sera pas un de mes romans préférés de Nicolas Beuglet. J'ai encore sa deuxième saga à lire. Mais voilà, pour moi, l'ultime avertissement, c'est un petit peu une déception, notamment à cause de la fin. Ensuite, j'ai lu Le printemps reviendra de Nour Malloway, publié aux éditions Récamier. C'est un roman que j'avais reçu grâce à une opération masse critique de Babelio. Dans ce roman, l'autrice va nous raconter ce qui s'est passé en Afghanistan du 4 juillet au 15 août 2021. Pourquoi cette date particulière? Tout simplement parce que en juillet 2021, les États-Unis annoncent le retrait des troupes d'Afghanistan. Et ce retrait de troupes va signer le retour des talibans en Afghanistan. Et le retour des talibans a été vécu comme un traumatisme par le peuple afghan et plus particulièrement par les femmes afghanes. Dans ce roman, l'autrice met en avant un personnage qui s'appelle Marwa. Marwa, elle est chirurgienne cardiaque, je crois bien. Elle officie à l'hôpital de Kaboul. Elle a fait des études. Elle a vécu 20 ans auparavant la libération de l'Afghanistan comme une libération, enfin comme pour elle une libération. Le peuple afghan a été libéré du carcan des talibans. Et celles qui ont le plus gagné en liberté, ce sont les femmes. Les femmes n'avaient plus besoin de se cacher, aussi bien physiquement qu'intellectuellement. Elles se sont ouvertes à la culture, à l'érudition. Elles sont maintenant cultivées, elles font des études, elles ont des postes, à l'instar de Marwa, extrêmement importants. Elles aiment la vie, elles aiment lire. Elles aiment vivre et elles veulent inculquer à leurs enfants et notamment à leurs filles ce goût de la liberté. Malheureusement, en juillet 2021, le retrait des troupes américaines signe le retour des talibans en Afghanistan et ce retour est vécu comme un traumatisme car le peuple sait bien que la période de liberté va être terminée. Les femmes vont retourner dans leur carcan, elles vont retourner chez elles, enfermées chez elles, sous le joug de leur mari, de leur père, de leurs frères, des hommes de la famille. Elles vont être interdites de faire des études, elles ne vont plus pouvoir conduire, elles ne vont plus pouvoir sortir dans la rue sans être accompagnées. Et ça, Marwa, elle n'en veut pas pour sa fille. Elle veut que sa fille continue à vivre libre. Et la première chose à laquelle Marwa pense à l'annonce du retrait des forces américaines d'Afghanistan, c'est qu'il va falloir fuir. Mais où? Pour aller où? Comment? Pourquoi? Ils vont se poser énormément de questions. Et tout le roman va être l'explication de cette survie de ce peuple et de ces femmes qui ne veulent plus être emprisonnés dans ce carcan.
On va nous raconter aussi le sacrifice de ce qu'ont fait certaines femmes pour préserver leurs filles de ce qui les attendait. C'est un roman extrêmement poignant, extrêmement bouleversant. Effectivement, en 2021, on est encore dans la période Covid et Marwa le dit à un moment dans le roman, dans les médias occidentaux, on parle très peu de ce qui s'est passé en Afghanistan à cette période-là, parce que tout ce qui importait aux journalistes, c'était le virus, ce fameux virus, voilà, toute cette épidémie qui n'en finissait pas, les masques, tout ça, et voilà, les certificats, la vaccination, tout ce qui avait attrait au Covid, et ce qui s'est passé en Afghanistan, ça a été mis de côté. Et toute cette détresse a été mise de côté. Et c'est un livre de révolte, un livre d'information pour expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là, quand les talibans sont revenus. Comment la résistance s'est organisée, parce que oui, il y a eu une résistance, et pas seulement que des femmes, un certain groupe, des hommes et des femmes se sont retrouvés pour justement résister au retour de ces talibans. Et voilà, c'est un livre qui a le mérite d'exister pour ne pas oublier ce qui s'est passé, ne pas oublier ces populations sur ce qu'elles ont vécu et sur ce qu'elles vivent encore maintenant, à l'heure actuelle. Il y a ce proverbe afghan qui dit... Alors attendez, je vais vous dire, parce que je crois qu'il est au début du roman. Il est au tout début. Un proverbe afghan qui dit « Ils peuvent tuer toutes les hirondelles, ils n'empêcheront pas la venue du printemps. » C'est voilà, ce proverbe afghan illustre tout à fait les propos de cette autrice. C'est un livre fort, c'est un livre coup de poing, c'est un livre extrêmement important. Comme un devoir de mémoire pour ces populations qui ont souffert et qui souffrent encore à l'heure actuelle, même s'ils ne sont pas sous les feux des projecteurs, des médias. Ils en sont là et c'est pas très loin de chez nous, à quelques heures de vol de chez nous. Ils sont encore à souffrir et à être emprisonnés dans leur propre pays. Voilà, alors ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai reçu la semaine dernière. J'ai eu une grosse réception de la part des éditions Récamier, en 2 fois, mais j'ai reçu Après elle, d'Ariane Bois, des éditions Récamier donc. Je vais vous lire la 4e de couverture. C'est l'histoire d'une famille pour qui rien ne sera jamais plus pareil. Clotilde, leur sœur, leur fille, leur mère, a été violemment agressée dans son appartement à Marseille. Et à l'hôpital, la vérité sidérante éclate. C'est Bruno, le mari amoureux, le père attentif, qui a porté les coups, jusqu'à tuer. Quand-ils tous manquaient de voir sous l'apparence du couple au sourire si lisse, aurait-il pu la sauver et empêcher le drame? Laurie, la sœur de Clotilde, décide d'accueillir chez elle les 2 petites, Manon, 8 ans, témoin direct du crime paternel, et Roxane, adolescente en pleine révolte. Comment faire famille, vivre avec ce deuil, ce vide, ces questions incessantes. Comment élever 2 enfants traumatisés qui en un instant ont tout perdu? J'ai trouvé cette 4e de couverture extrêmement violente dans ses propos, et je me dis que voilà, ça peut être un roman extrêmement touchant. Donc voilà, le résumé m'a intéressée, je vous en reparlerai bientôt. Dans un tout autre style, j'ai reçu « Et ils vécurent heureux malgré tous leurs enfants », le nouveau roman de Raphaël Giordano. J'aime bien, moi, les romans de Raphaël Giordano, c'est cosy, c'est doudou, voilà, ça fait du bien. Et par ces temps moroses, aussi bien par l'actu que par la météo, eh ben, ce genre de roman fait du bien. Et ensuite, alors je rigole parce que c'est un peu, voilà, ces réceptions sont un peu en ascenseur émotionnel. J'ai également reçu le nouveau roman de Karine Gebel, Trauma.
qui est la suite de Et chaque jour mourir un peu, que j'ai lu en début d'année. Donc c'est une belle pavasse. Et on va retrouver le personnage de Grégory, rappelez-vous, cet infirmier de la Croix-Rouge qui a vécu pendant une bonne dizaine d'années, a été sur les lieux de quasiment tous les conflits, les conflits qu'il y a eu dans le monde des années 90 jusqu'au début des années 2000. Et donc ici, c'est la suite directe. Donc voilà. Pour les réceptions, j'ai de quoi faire, vous allez me dire. C'est pas totalement faux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire les romans que je vous ai présentés. Et si vous avez envie de papoter avec moi de tout autre sujet, n'hésitez pas, vous savez que j'adore vous lire et discuter avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Je vous retrouve très bientôt cette semaine pour, je pense que je vais vous faire ma vidéo pâle pour le challenge du Black November. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai l'intention de lire au mois de novembre, qui sera placé sous le signe du thriller. J'aime bien me faire tout un mois de thriller. Donc je pense que ce sera en fin de semaine. Vendredi, je pense. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!